Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à remercier la SFAR et plus particulièrement son comité infirmier de réanimation pour l'invitation à venir vous présenter ce travail. Je suis Sabine Valera, je suis infirmière en médecine intensive réanimation à l'hôpital Nord à Marseille où je partage mon activité entre les soins et la recherche clinique. Je suis très contente de participer à ce Morning Live sur la recherche paramédicale et mon topo va illustrer ce que vous venez un peu d'entendre puisque je vais vous présenter la belle aventure du projet Systress Réa que nous avons mené de sa genèse à sa publication. Dans notre service, la recherche est une culture de service. Depuis longtemps, les équipes médicales mènent des travaux et publient dans des journaux dont les plus prestigieux, comme vous pouvez le voir ici. Les topics autour desquels s'axent principalement les travaux sont le bien-être au travail, mais aussi et surtout la prise en charge des patients en SDRA. Ils ont mené par exemple l'étude Accurasis, qui fait maintenant partie, en tout cas dont les résultats font partie du quotidien des personnes qui travaillent dans ce domaine. En ce qui concerne les paramédicaux, dès 2006, un groupe de recherche clinique bénévole s'était formé, constitué alors d'un cadre, un médecin et de plusieurs infirmières, qui menaient sur leur temps personnel des travaux présentés dans plusieurs congrès, sur des thèmes tels que l'insulinothérapie, comme vous pouvez le voir, ou encore la toilette à la chlorhexidine. Le plus gros travail réalisé par ce groupe l'avait été en 2013, où 15 soignants, infirmiers et aides-soignants avaient étudié la charge en soins dans le SDRA des patients avec et sans ECMO. Juste pour l'anecdote d'ailleurs, cette étude avait mis en évidence que pour mettre en œuvre tous les soins nécessaires à un patient en SDRA sans ECMO dans notre service, il fallait 15 heures sur une vacation de 12 heures. On peut donc imaginer que de tels résultats peuvent avoir ensuite une implication dans l'organisation des soins, voire l'aménagement des postes. C'est en 2013 que le service a réussi à autofinancer par le biais des PHRC, donc les protocoles médicaux de recherche, et créer une équipe de recherche paramédicale infirmière à hauteur de 1 équivalent temps plein, constitué de 5 IDE à 20% à l'époque. C'est alors le lancement de la dynamique de recherche paramédicale avec la réponse aux appels d'offres nationaux et la découverte du PHRIP. Actuellement, notre équipe est complètement renouvelée par rapport à cette époque-là et les temps de travail ont évolué vers 1,5 ETP représenté par 3 infirmières que nous sommes à 50%. Le PHRIP, c'est le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Le ministère de la Santé français lance chaque année un appel d'offres. Pour y répondre, chaque postulant doit rédiger une lettre d'intention qui sera ou non retenue. De cette étape dépendra la réalisation du projet. Vous pouvez voir le niveau de financement qui est quand même très intéressant, puisque à son lancement en 2010, on était à 951 000 € pour 16 projets, versus plus de 5 millions maintenant pour 24 projets en 2018. Avant de vous détailler l'objet de notre recherche, voici le calendrier de notre projet. Ce calendrier débute dès l'automne 2013 avec un travail de l'équipe sur le projet pendant plusieurs mois pour définir à la fois le sujet, les objectifs principaux et secondaires, on va les voir plus en détail par la suite. Arriver à déposer la lettre d'intention en avril 2014, savoir qu'elle est retenue juste avant l'été, en juin, et profiter de l'été, non pas pour prendre des vacances, mais pour rédiger et finaliser le protocole que l'on déposera en septembre, pour savoir enfin en décembre que le projet est retenu et financé dans sa totalité, soit pour l'époque 131 380 €, ce qui est maintenant un budget plutôt léger, mais qui à l'époque était pour nous vraiment quelque chose d'énorme. Alors, pour sélectionner le sujet de recherche, on s'interroge sur nos pratiques et notre quotidien. Finalement, quelles sont les problématiques paramédicales dans le service? Qu'est-ce que nous rencontrons le plus? Quelles actions pense-t-on pouvoir mener? Nous savons tous que nous exerçons en réanimation dans un environnement qui nous place face à des situations très stressantes, notamment en raison de tout ce que vous connaissez, de notre quotidien, de charge en soins, organisation, interruption de tâches, travail d'équipe aussi qui est souvent une ressource mais parfois aussi un vrai frein. Mais aussi parce qu'on prend soin des patients et on les accompagne parfois, eux et leurs familles, vers une fin pas très heureuse. Ces situations stressantes génèrent toute une forte demande psychologique à laquelle on peut vraiment ajouter une faible latitude décisionnelle individuelle. Ce phénomène est amplifié en plus dans notre service par la jeunesse des équipes, car en termes d'années de pratique avec une moyenne d'ancienneté inférieure à 24 mois, on est vraiment sur une équipe très jeune.
La forte demande psychologique que je viens de vous décrire, associée à une faible attitude décisionnelle, eh bien, c'est deux éléments qui constituent la définition du job strain ou stress au travail. Donc, une fois que le sujet est défini, voire les objectifs et les actions, il faut ensuite s'attaquer à la bibliographie. Dans ce projet, elle a étayé nos constatations initiales, principalement, par exemple, l'étude de Poncet qui décrit que les IDE de réanimation sont particulièrement exposées aux effets négatifs du stress, avec un tiers d'entre elles qui présentent un syndrome de burn-out sévère. Ou encore Gosselin, comme vous le voyez dans Nurse Critical Care, qui conclut que les IDE de réanimation et des urgences ont un risque particulièrement élevé de job strain. Il met en évidence le lien entre le job strain, bien-être psychique, et la capacité d'empathie chez les IDE qui serait diminuée pour celles qui sont le plus atteintes par ce souci. Fort de cela, nous avons cherché quels moyens pourraient nous permettre de diminuer le stress au travail des infirmiers. Une fois de plus, la bibliographie nous a guidés sur plusieurs pistes. La première, modifier notre environnement de travail, mais ce qui est très compliqué dans notre spécialité. La seconde, développer la capacité des soignants à faire face au stress par la formation. C'est cette voie que nous avons choisie pour le projet Systress Réa. En termes de moyens, de la même façon, nous avons un petit peu étudié tout ce qui était proposé et la simulation à haute fidélité nous est apparue comme la méthode la plus probante parce qu'elle améliore et promeut la confiance en soi et l'esprit d'équipe, comme l'ont montré les études par exemple de Kamek et Schrader. De ce fait, la simulation haute fidélité impacte positivement les résultats cliniques et maintient le niveau de compétence et la confiance en soi des IDE. C'est ce qui a bien été montré. De cette problématique et de ces axes d'amélioration possibles est né le projet Systress Réa, comme je vous le disais. L'étape clé a été de déterminer l'objectif principal. C'est pas facile parce que finalement on se retrouve au milieu de tout un tas d'idées. De nombreuses discussions ont été menées à ce sujet. Et pour l'anecdote, par exemple, notre chef de service souhaitait partir sur plutôt le syndrome de burn-out sévère, parce qu'il est largement documenté à ce moment-là. Mais nous, les infirmières, eh bien, nous nous orientions plutôt vers le strain, qui a finalement été l'idée retenue. Au final, l'objectif principal était de montrer si une formation multimodale comprenant des séances de simulation réduirait le job strain des infirmiers exerçant en réanimation, évalué à 6 mois. Bien entendu, il y avait aussi des objectifs secondaires, parce que quand vous montez votre projet, vous allez partir de l'objectif principal, mais il y a aussi tout ce qui se décline en dessous. Donc chez nous, ça consistait à évaluer l'effet de l'intervention sur aussi les autres facteurs psychosociaux au travail, par exemple l'évaluation du burn-out, mais aussi l'absentéisme et le turnover. Finalement, quel allait être l'impact de cette stratégie de formation? Nous avons donc développé une étude multicentrique randomisée en ouvert pour les infirmiers de 8 services de réanimation français. Elle s'est déroulée entre 2016 et 2018. Le fait d'inclure des équipes et des centres différents permet de valider les résultats. Vous avez aussi sur cette slide les critères d'inclusion, en fait le critère d'inclusion qui finalement était résumé au fait d'être un infirmier diplômé exerçant le service depuis plus de 6 mois, et puis les critères d'exclusion aussi assez simples. Au final, la randomisation a donné la naissance à 2 groupes, le groupe contrôle qui continuait avec ses pratiques habituelles, et puis le groupe interventionnel, dans lequel des petits groupes d'infirmiers mixés de tous les services qui participaient bénéficiaient de 5 jours de formation, 3 jours sur une première semaine, puis 2 jours un peu plus tard. L'objectif, on en a déjà parlé, réduire la prévalence du stress au travail, améliorer la capacité de ces infirmiers à faire face aux situations stressantes. Vous avez aussi là pour indication le coût de la formation par personne. En ce qui concerne les données, toutes les personnes incluses devaient répondre à des questionnaires avant l'intervention, quel que soit leur groupe. Ceux-ci constituaient les données de base. D'autres questionnaires étaient ensuite proposés à tous les participants à 6 mois et 1 an de suivi. C'est ce qui constituait les données de suivi. Les principaux questionnaires sur lesquels nous nous sommes appuyés étaient le Job Content Questionnaire ou modèle de Karasek qui a décrit 2 situations pathogéniques que sont le job strain qui est, comme décrit tout à l'heure, l'association d'une faible latitude décisionnelle associée à une haute demande psychologique, et l'isostrain qui est encore le niveau au-dessus
en associant au job strain un environnement social pauvre avec peu de soutien extérieur. Dans les principaux questionnaires, en plus du questionnaire de Karasek, on a utilisé le COPSOC, qui est un outil très complet pour l'évaluation des facteurs psychosociaux au travail. Vous voyez ça à travers 46 items répartis sur 24 échelles qui touchent 6 domaines que sont la demande, l'autonomie, l'organisation et le leadership, la relation avec les collègues, ça c'est ce qu'on appelle le groupe des facteurs, et puis l'influence et le développement, la santé et le bien-être, qui est dans le groupe plutôt des conséquences. Du coup, les objectifs de notre programme étaient de permettre aux soignants de s'entraîner sans risque, et ça c'est vraiment le point fort de la simulation, hein, vous le savez, c'est jamais la première fois sur le patient, mais aussi de progresser dans la gestion des risques liés aux soins infirmiers et développer les compétences nécessaires à la pratique en réanimation, analyser l'impact du stress et des émotions. Ça se fait beaucoup au travers du débriefing des fins de session de simulation, pour pouvoir enfin définir des stratégies qui permettent aux soignants de gérer leur stress, leurs émotions, et enfin de positionner un leadership avec la gestion de l'équipe de travail, afin tout ça d'améliorer les soins aux patients et bien entendu aussi le bien-être des soignants. Un aperçu rapide sur le programme de formation. Pour le contenu, nous avons fait appel au CESU en lien avec notre établissement. Nous avons la chance que ce dernier soit très largement accessible aux équipes paramédicales et moteur dans le développement de formations novatrices telles que celles par la simulation. En 2014, leur équipe était constituée de 2 IAD et d'1 médecin, des personnels donc de terrain qui n'étaient pas spécialisés dans le management et qui ont été des personnes vraiment ressources en charge du montage du programme d'enseignement qui comprenait 2 modules, je vous le rappelle, 3 jours puis 2. Le schéma était toujours le suivant, chaque session portait sur un thème, avec des objectifs sur un même schéma méthodologique. L'apport théorique avait lieu le matin et n'était repris sous forme de simulation que le lendemain. Le jour 1, donc de fait, était complètement consacré à la théorie. Voilà, vous avez le programme là donc, du jour 1 qui est sur la défaillance cardiaque. Les journées 2, 3 et 4, donc chacune une défaillance associée, et vous voyez cette méthodologie répétitive, donc avec enseignement le matin et atelier, et puis l'après-midi, séance de simulation. Chaque séance de simulation se compose d'un temps de briefing de plusieurs minutes, une situation de simulation enfin, et un débriefing bien plus long, par contre, 1 à 2 heures parfois. Le dernier jour du programme, comme vous allez pouvoir le voir, en fait, ce n'était que des séances de simulation, 5 séquences prévues comprenant des briefings un peu plus courts. Et voilà donc le programme de la 5e journée, 5 sessions sur simulateur haute fidélité, vous le voyez, briefing plus court, simulation un peu plus courte aussi, et puis un débriefing qui est toujours le moment vraiment d'apprentissage et de retour qui est très très important dans ces sessions, et lui qui se déroulait à peu près sur 1 heure. Maintenant que je vous ai expliqué tout du début de notre projet, donc de la genèse vraiment à le montage du programme et l'application, voilà notre flowchart, donc c'est la représentation schématique sur laquelle vous pouvez voir que 198 infirmières ont participé, 101 ont été randomisées dans le groupe interventionnel et 97 dans le groupe contrôle. 97 ont été analysées pour l'objectif principal dans le groupe interventionnel et 85 dans le groupe contrôle. Il n'y avait aucune donnée manquante concernant l'absentéisme et le turnover qui étaient les objectifs secondaires. La taille de l'échantillon, en fait, elle a été déterminée selon la prévalence du job strain qui est de 60% chez les infirmiers français. Initialement, un échantillon de 188 IDE était requis pour montrer une différence absolue de 15%, avec un pouvoir à 80%, un petit p à 0,003 pour l'analyse intermédiaire. Tout ça, c'est des détails qu'on a travaillé avec l'équipe de méthodologistes de l'hôpital qui nous a beaucoup aidé parce qu'autant vous dire que nous, on n'était pas capable de faire tous ces calculs, bien sûr. Donc eux, ils anticipent même le départ de 12 infirmiers par bras de l'étude et donc l'échantillon final devait être de 200 IDE par bras. Pour autant, vous voyez que ce n'est pas ce qu'on a fait sur la finalité et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Au total, comme nous venons de l'évoquer, donc 198 infirmiers ont participé, soit plus de 1200 questionnaires à proposer, puisque chaque infirmier inclus a été reçu individuellement sur chaque site aux 3 moments d'évaluation, donc à baseline, puis 6 mois de suivi, puis 12 mois.
Donc vous pouvez voir les premiers résultats, c'est que déjà les groupes étaient particulièrement homogènes, hein, que ce soit en termes d'âge, de sexe ratio, de temps de travail ou d'ancienneté. On a vraiment des groupes qui se ressemblent. L'analyse intermédiaire qui est faite à ce moment-là a fait stopper l'étude pour efficacité et vous allez vite comprendre pourquoi sur les slides suivantes qui vous montrent donc les résultats sous forme de graphique. Premier résultat donc sur notre objectif principal, vous pouvez voir l'effet de la formation donc, qui a fait passer la prévalence du job strain à 6 mois chez les infirmiers de 67% pour le groupe contrôle à 13% pour le groupe interventionnel avec forcément donc une valeur statistique très significative puisque un petit p inférieur à 0,001. En analyse croisée avec le statut marital ou taux de travail de nuit, tout ça n'a pas été retrouvé comme associé à une variation du job strain. Si on se penche sur les objectifs secondaires, vous vous rappelez qu'on voulait aussi évaluer l'isostrain, hein, qui était le niveau supérieur encore au job strain. Et bien là aussi, groupe interventionnel à 7% versus un groupe contrôle à 55%. Donc vraiment un très bel impact de cette formation de quelques jours. Toujours au sujet des objectifs secondaires, l'absentéisme était significativement diminué dans le groupe interventionnel, vous le voyez là, hein, avec 1% versus 8% dans le groupe contrôle. De même pour le turnover, qui était de l'ordre de 4% dans le groupe interventionnel versus 12% dans le groupe contrôle. Les résultats ne présentaient aucun changement au suivi d'1 an pour l'objectif principal et pour les objectifs secondaires, comme vous allez pouvoir le voir sur la diapositive suivante. Donc comme je vous le disais, hein, là aussi des valeurs toujours statistiquement très significatives, hein, que ce soit au niveau du job strain, de l'isostrain ou encore, je ne les ai pas toutes mises là, mais pareil pour l'absentéisme et le turnover. Pour finir, enfin, je voulais vous présenter cette étude qui s'appelle l'étude Summer, qui est réalisée régulièrement par le ministère du Travail et de l'Emploi. Elle se sert, elle aussi, du questionnaire de Karasek, qui d'ailleurs peut être représenté ainsi, hein, sous forme de cadran, avec, vous le voyez, 4 cadrans définis comme relaxés, actifs, passifs ou au contraire très stressés. Et ça, c'est fonction de la demande psychologique et de l'attitude décisionnelle. J'espère que vous voyez bien, en fait, chaque petit carré qui est positionné sur ce cadran, eh bien, ça représente une profession. On voit par exemple que les infirmiers et les sages-femmes, eh bien, ils ont une latitude décisionnelle qui est quand même un peu supérieure à la moyenne et avec une demande psychologique qui est plutôt très élevée. C'est intéressant, par exemple, vous pouvez prendre dans le cadran des relaxés, finalement, ceux qui vont avoir une latitude décisionnelle assez élevée avec une demande psychologique assez faible, eh bien, on retrouve par exemple les professions telles que les coiffeurs ou les esthéticiens. Je tenais à vous présenter cette illustration parce que nous avons superposé les résultats de Systress Réa à ceux de cette étude Summer. Et donc, je vais vous les montrer sur la slide suivante. Donc, si on s'intéresse aux IDE recrutés dans l'étude, le groupe contrôle se trouve en situation de grande difficulté avec une demande psychologique maximale et une très faible attitude décisionnelle correspondant au plus haut niveau de job strain. Et lorsque l'on positionne les infirmiers ayant bénéficié du programme, on s'aperçoit que la différence est flagrante avec une demande psychologique nettement inférieure, même à celle des IDE en général, et une grande latitude décisionnelle. Nous avons nous-mêmes été surpris du niveau des résultats, mais c'est vrai que sur ce tableau, ça apparaît comme très parlant. Et voilà donc résumé en une diapositive, eh bien un peu le processus du PHRIP Systress Réa, hein, de octobre 2013 à novembre 2018, donc plus de 5 ans de travail, mais un très beau projet que nous avons aimé mener avec entrain. 5 ans pour autant, hein, je vous le disais, donc bien sûr l'équipe a évolué, changé, tout le monde n'est pas resté du début à la fin. Pour autant, ça a été couronné d'un joli succès puisque nous avons pu publier notre article en rapport avec l'étude. Tous ces résultats ont été réunis dans cet article donc, hein, que nous avons rédigé avec l'aide de l'équipe médicale. Le choix du journal a été proposé par l'équipe. Nous avons choisi de le soumettre au JAMA au vu des résultats extrêmement positifs dès l'analyse intermédiaire et aussi du fait qu'après prise de contact avec un des éditeurs, notre sujet rejoignit quand même les thématiques abordées dans d'autres travaux publiés dans ce journal.
Cet article, il est paru le 24 octobre 2018, jour où nous avons aussi présenté l'étude au Congrès européen de l'ESICM dans la session des Hot Topics. Donc autant vous dire que pour notre premier projet, eh ben, ça a été quand même un beau succès. En conclusion, c'était une sacrée aventure, mais une magnifique expérience, un travail passionnant, mais des heures incalculables passées dessus. Un soutien de l'équipe médicale sans faille dans notre cas. On a découvert aussi l'écriture, hein, et l'écriture c'est un vrai travail d'équipe, c'est surtout pas un processus linéaire, c'est pas du tout une évidence pour nous infirmiers de passer à l'écriture. On a bien apprécié de travailler en équipe, on a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup apporté en termes de réflexion, on réfléchissait mieux à plusieurs, plus vite aussi. Et puis on trouve qu'on est de plus en plus autonome pour l'écriture, on a pu depuis relancer d'autres projets qui ont aussi été retenus, donc on est content de voir un petit peu l'évolution du travail de notre équipe paramédicale de recherche. Et évidemment, on nous demande souvent, oui d'accord, ok, ça c'est de la recherche, mais finalement, est-ce que ça a eu des implications dans votre service? Eh bien oui, tout à fait. C'est quoi l'apport de ce travail dans notre unité? Eh bien, tous les IDE du service maintenant assistent à cette formation dans leur première année d'exercice, plus ceux qui souhaitent demander cette formation aussi plus tard, ils peuvent y avoir accès aussi. Donc oui, la recherche peut avoir une application directe dans nos pratiques. Oui, les problématiques simples du quotidien peuvent être la base de beaux projets. Et puis, ben voilà, on l'a prouvé là, et puis on n'est pas les seuls, on est bien nombreux maintenant, de plus en plus nombreux. Les paramédicaux peuvent faire de la recherche, ils peuvent écrire, ils peuvent publier. Il y a des financements pour la recherche paramédicale. Donc moi, si j'ai un mot à vous dire, c'est à vous de jouer. Rejoignez-nous et franchement, j'espère que vous aurez autant de plaisir que nous à travailler dans ces projets-là. Merci beaucoup pour votre attention.